Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut gamers, bienvenue après ça à Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Evenfall. C'est un jeu qui a été édité en 2023 par Nanox Games et qui a été traduit en français par Matago. Le jeu est distribué au Québec par Hilo Games. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Stefano Di Silvio qui était à son premier design et c'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs pour des parties entre 60 à 120 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points. C'est un jeu euro dans lequel les joueurs vont incarner un clan de sorcières et on va tenter de conquérir des lieux de pouvoir, d'effectuer des rituels pour marquer le plus de points. Mécaniquement, c'est un jeu de construction de tableaux de cartes, donc on va aller placer des cartes devant nous pour faire différents effets, différents combos, se donner des nouvelles habiletés, se donner des objectifs de fin de partie et on va tenter de maximiser tout ça pour faire le plus de points. On a aussi une petite part de placement d'ouvriers et on va aussi avoir évidemment de la gestion de ressources pour aller acheter les différentes cartes et les placer dans notre tableau. Alors, Evenfall, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois de juillet 2024, on va lancer notre concours du lundi pour ce mois-ci. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va aller placer les plateaux régions sur la table. Pour une partie à 2 joueurs, on va seulement en utiliser 2. On va remettre le plateau versant du sud dans la boîte de jeu. Et on va placer les plateaux régions lac du nord en haut et celui de la montagne centrale en bas. Sur chacun des plateaux régions, on va aller placer au hasard 4 jetons de pierre de pouvoir que les joueurs pourront recruter pendant la partie. On va placer le jeton initiative sur le plateau région lac du nord. Ensuite, on va placer le plateau mana ainsi que le plateau point de victoire sur la table. Et on va aller placer un cube dans la case numéro 1 de la piste des manches. Et on va placer une tuile 100 points de victoire sur l'emplacement du trône. On va en placer une pour chacun des joueurs. On va ensuite former une pioche avec les cartes lieux de pouvoir ainsi que la pioche de cartes principale. On va aller placer 3 lieux de pouvoir dans chacune des régions au-dessus du plateau dans les emplacements. Pour une partie à 2 joueurs, les plateaux sont du côté pour avoir 3 emplacements tels qu'indiqués dans le plateau des régions. Et on va former des réserves avec les différentes ressources. On a les ressources d'herbe, les ressources de potions, les ressources de connaissances et on a les jetons de catalyseur. Chaque joueur va se choisir un clan de sorcières et prendre tout le matériel de sa couleur. On va placer son plateau clan devant soi et on va choisir au début de la partie si on veut jouer du côté soleil, qui est le côté symétrique où tous les joueurs sont pareils, ou si on veut jouer du côté lune, où chaque clan aura un pouvoir asymétrique. Tous les joueurs dans la partie vont placer leur plateau du côté soleil ou du côté lune selon ce qui a été décidé pour la partie. Dans cet exemple, on va utiliser le côté soleil, donc le plateau est du bon côté, et on va prendre le jeton clan correspondant au soleil et on va le placer dans l'emplacement du haut du plateau clan. Les joueurs vont aussi recevoir un cadran de mana, un aide de jeu, une carte lieu de pouvoir qui vont aussi placer du côté soleil et qui vont placer dans la zone du bas de leur plateau qui est le cercle restreint, alors que la zone du haut sera le cercle élargi. Les joueurs vont recevoir des meeples, 2 types de meeples différents. On aura 4 meeples de sorcières dans les 4 emplacements du haut et 4 meeples d'anciens dans les emplacements du bas. Les joueurs recevront aussi 4 jetons marqueurs de leur couleur. Ils vont d'ailleurs en placer un dans l'emplacement du bas de leur piste d'assemblée. Comme ressource de départ, les joueurs vont recevoir 3 jetons herbe ainsi que 3 jetons potions. Et les joueurs vont placer leurs 3 derniers marqueurs de couleur sur la piste mana et la piste de point de victoire. On va en placer un sur la case 0 de la piste de mana et les 2 autres sur les 2 zéros de la piste de point de victoire pour la piste des unités et la piste des dizaines. Et on va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le jeton premier joueur. Une partie d'Evenfall se joue en 3 manches. À chacune des manches, les joueurs vont commencer par recevoir certaines ressources bonus et ils vont aussi aller piocher 6 cartes principales de la pioche pour former leur main.
Ces cartes vont être ensuite utilisées pour faire différentes actions. Les joueurs pourront d'ailleurs utiliser leur meeple de sorcière pour aller faire des actions sur les plateaux régions, pour aller conquérir les différents lieux de pouvoir et les placer dans leur tableau de cartes. Ils pourront aussi dépenser des ressources et jouer les cartes principales qui se trouvent dans leurs mains pour pouvoir placer des rituels sur les lieux de pouvoir qui sont dans leur tableau. Ils pourront aussi jouer des spécialistes qui vont leur donner des pouvoirs pour le reste de la partie. Et ils pourront aussi jouer des membres du conseil qui peuvent aussi leur donner des pouvoirs ou des objectifs de fin de partie. Certaines cartes rituelles vont même donner des emplacements d'actions supplémentaires qu'on pourra utiliser nos jetons d'anciens ou de sorcières pour aller les placer sur ces cartes dans notre cercle restreint pour pouvoir les activer et faire ces actions. Lorsque les joueurs ne pourront plus faire d'action, ils vont passer leur tour. On va ensuite passer à la phase de combat. On va faire un combat sur chacune des régions pour pouvoir gagner les pierres de pouvoir ainsi que certaines récompenses qui sont associées aux différents plateaux régions. Et ensuite, on va préparer la prochaine manche et les joueurs vont jouer comme ça 3 manches. Et à la fin de la 3e manche, cela va déclencher la fin de la partie. On va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque manche se sépare en 4 phases. La première phase est la phase d'exploration. Tel qu'indiqué dans le haut des plateaux clans, les joueurs vont gagner certaines ressources ainsi que des cartes. Donc, chaque joueur va aller piocher 6 cartes de la pioche principale et les ajouter à sa main. De plus, chaque joueur va gagner 3 ressources de connaissances, donc les petits livres. Et les joueurs vont aussi gagner 2 points de mana. On va donc les avancer de 2 sur la piste de mana. Si on est habitué au jeu, on peut inclure une variante pour la pioche des cartes dans la phase d'exploration. Au lieu de piocher 6 cartes, on pourrait en piocher 8 et en défausser 2 pour en conserver seulement 6. La deuxième phase est la phase d'action. Cette phase va se jouer à tour de rôle en commençant par le joueur que le jeton premier joueur. Chaque joueur va jouer une action principale à tour de rôle jusqu'à temps que les joueurs passent leur tour. Lorsqu'on passe notre tour, on ne peut plus effectuer d'action principale et la phase d'action va se terminer lorsque tous les joueurs auront passé leur tour. À son tour de jeu dans la phase d'action, un joueur va effectuer une des 5 actions principales qui est décrite sur la tuile d'aide de jeu. De plus, le joueur peut effectuer des actions libres qui sont comme des actions gratuites pendant son tour. L'action libre que les joueurs peuvent effectuer à leur tour de jeu est de défausser 2 cartes de leur main pour pouvoir gagner une ressource de leur choix, soit une ressource herbe, une ressource potion ou une ressource connaissance. La première action principale est de découvrir un lieu de pouvoir. Pour faire cette action, le joueur doit utiliser des meeples de sorcière pour les placer dans les cercles des plateaux régions pour aller recruter une carte lieu de pouvoir à cet endroit. Le nombre de sorcières qu'il doit placer dépend de la carte qu'il veut découvrir. Donc, certaines cartes ont un coût de 2 sorcières alors que d'autres ont seulement un coût de 1 sorcière. Donc, si le joueur veut recruter cette carte ici, qui a un coût de 2 sorcières, il va aller prendre 2 sorcières de son plateau clan et il va aller les placer dans le cercle dans la région Lac du Nord, celui qui permet de découvrir ce lieu de pouvoir. Lorsqu'on découvre un lieu de pouvoir, on va toujours le placer dans notre tableau personnel, dans notre cercle élargi, qui est la section du haut de notre tableau. Lorsqu'un joueur découvre un lieu de pouvoir, on ne remplace pas avec une nouvelle carte, il y aura seulement des nouvelles cartes qui seront ajoutées à la prochaine manche. La deuxième action principale est d'activer son jeton clan. Cette action peut se faire seulement une fois par manche, puisque lorsqu'il est activé, on va le retourner de l'autre côté pour dire qu'on l'a déjà fait. C'est une action qui nous permet de gagner des ressources et d'aller récolter les différentes ressources qui sont sur les lieux de pouvoir dans la zone du haut de notre plateau, qui est notre cercle élargi. Toutes les cartes de lieux de pouvoir qui sont dans la zone du bas, le cercle restreint, ne seront pas récoltées lorsqu'on fera cette action. Donc pour ce joueur, il va gagner les ressources qui sont indiquées sur son jeton clan. Il gagnerait une ressource d'herbe et une ressource de potion. Il gagnerait une autre ressource de potion ici sur son lieu de pouvoir. Et il gagnerait ici sur ce lieu de pouvoir 2 points de mana. Il avancerait donc de 2 sur la piste mana. Donc le joueur va ajouter ses ressources à sa réserve personnelle et par la suite, il va aller tourner le jeton de l'autre côté pour dire qu'il a utilisé cette action dans cette manche. La troisième action principale est de jouer des cartes principales de notre main pour les placer dans notre tableau de cartes. Il existe 2 types de cartes principales. Premièrement, on a les cartes rituelles. Ce sont des cartes qui devront être jouées par-dessus les cartes lieux de pouvoir qui se trouvent dans notre tableau. Et on a les cartes spécialistes ou membres du conseil qui pourront être jouées dans notre zone spécialiste ou notre zone de membres du conseil pour nous donner des habiletés pour le reste de la partie ou bien des habiletés de fin de manche ou des objectifs de fin de partie qui vont nous donner des points.
Regardons d'abord les cartes rituelles. Pour en jouer une, on doit avoir une carte lieu de pouvoir qui est libre, parce que chaque carte lieu de pouvoir peut seulement accueillir une seule carte rituelle. Et deuxièmement, on doit payer le coût du rituel qui est indiqué dans le haut de la carte. Donc si par exemple je veux jouer le rituel de l'éléphant mystique, je vais devoir dépenser une ressource de connaissance, une ressource d'herbe, ainsi que 2 ressources de potions. Une fois le coût de la carte payé, on va choisir sur quel lieu de pouvoir on veut placer ce rituel. On peut le placer sur des rituels libres dans notre cercle élargi ou dans notre cercle restreint. Chaque carte rituelle a une valeur de points de victoire et on va marquer ces points de victoire à la fin de la partie si le rituel se trouve sur un lieu de pouvoir qui est dans notre cercle restreint. Il est à noter que les cartes de lieu de pouvoir qui sont dans le cercle élargi vont avoir des façons de descendre dans notre cercle restreint pendant la partie. De plus, certains lieux de pouvoir auront des chaînages. Lorsqu'on va placer un rituel sur ce lieu de pouvoir, on va gagner l'effet de son chaînage. Et si on a placé une carte avec le bon mot-clé, on va aussi marquer 2 points de victoire. Donc, si je veux jouer mon rituel d'éléphant pour aller chercher le bonus de chaînage, je vais gagner une potion et je vais gagner aussi 2 points de victoire si c'est une carte rituelle avec le mot-clé familier, ce qui est le cas de la carte avec l'éléphant. Donc, je vais aller placer ma carte par-dessus mon lieu de pouvoir en laissant l'espace ici pour le cultiver visible pour qu'on puisse le voir. Et par la suite, je vais gagner mon bonus de chaînage. Donc, je vais donc gagner une potion et je vais avancer de 2 sur la piste de points de victoire. Il existe 3 sortes de cartes rituelles. On a des cartes rituelles comme notre éléphant mystique qui vont avoir le symbole des emplacements d'action, c'est-à-dire qu'on pourra plus tard aller activer ces emplacements d'action avec nos actions principales. On a aussi des cartes rituelles qui vont avoir un symbole d'infini. Donc, lorsque ces cartes rituelles seront dans notre zone restreinte ou notre zone élargie, on va bénéficier du pouvoir de la carte pour le reste de la partie. Et finalement, on a des cartes rituelles qui ont le symbole de l'éclair. Donc, dès qu'on va les jouer sur un lieu de pouvoir, on va appliquer l'effet instantané. Deuxièmement, on a les cartes spécialistes. Donc, pour jouer la carte spécialiste, on va regarder le haut de la carte sur les cartes spécialistes. Donc, on va devoir payer le coût qui est dans le haut de la carte et on va aller le placer dans la zone ici à gauche de notre plateau clan. Et on va gagner l'habileté qui est dans l'encadré blanc. Il y a 3 types d'habiletés. On peut gagner des habiletés avec un signe d'infini qui vont nous donner un pouvoir pour le reste de la partie. On peut avoir un symbole ici avec une flèche, ce qui veut dire qu'on peut activer ce pouvoir une fois à chacune des manches. Et on a ici le symbole avec l'étoile qui veut dire que c'est un pouvoir qui va s'activer durant la phase de combat. Donc je pourrais engager ce spécialiste en payant une ressource d'herbe ainsi que 2 ressources de potions. Je vais ensuite placer sa carte dans la zone à gauche de mon plateau. Et maintenant je vais avoir ce pouvoir infini pour le reste de la partie. Et finalement, on peut engager des membres du conseil. À ce moment-là, on va regarder seulement la zone qui est dans le bas des cartes membres du conseil et spécialistes. Pour les engager, on va payer le coût qui est indiqué dans le bas de notre plateau clan. Donc, si c'est notre premier membre du conseil, on devra payer une ressource de chaque type. Donc, un livre, un herbe et une potion. Si jamais on en a déjà des cartes qui sont placées, à ce moment-là, le coût sera doublé. Ce sera donc 2 livres, 2 herbes et 2 potions. Donc, en payant une ressource de chaque type, je peux engager mon premier membre de conseil. À ce moment-là, on va prendre la carte et on va la glisser sous notre plateau clan pour pouvoir seulement voir la bannière d'habileté du membre de conseil, qui dans ce cas-ci est un effet de fin de partie. Donc, ce sera une façon de marquer des points bonus à la fin de la partie comme un objectif. Il y a aussi 2 autres types de membres du conseil. On a des membres du conseil qui auront des effets de fin de manche, donc ils vont se déclencher à la fin de chacune des manches. Et on va avoir des symboles d'infini qui vont aussi nous donner des habiletés passives pour le reste de la partie. Le 4e type d'action principale est d'activer des cases actions. Ces cases actions peuvent se retrouver soit sur les plateaux régions ou bien sur les cartes de rituels de notre tableau. Les cases d'action doivent être libres pour y placer un de nos meeples. On a 2 sortes de meeples, les sorcières et les anciens. Les sorcières peuvent activer les emplacements d'action des plateaux régions ainsi que des emplacements des cartes rituelles, peu importe où ils se trouvent dans notre tableau. Alors que les anciens sont limités à seulement activer les cases des cartes rituelles qui sont dans notre cercle restreint, c'est-à-dire la zone du bas de notre tableau. Certains pouvoirs des cartes pourraient nous donner accès à plus de liberté pour utiliser nos anciens.
Donc, si le joueur bleu place une de ses sorcières à cet endroit, il va activer l'effet de cette région. Il va défausser une carte principale de sa main et il va pouvoir gagner 3 ressources de son choix parmi les herbes, les potions et la connaissance. Si le joueur rouge décide d'aller sur un emplacement d'action de l'autre plateau région, il a le choix de faire l'action qui est ici. Il a 2 choix puisqu'il y a une barre oblique. Il peut décider de piocher 3 cartes principales ou bien il peut seulement piocher 2 cartes principales et il va pouvoir ici faire descendre un lieu de pouvoir de son cercle élargi vers son cercle restreint. Le symbole de la flèche représente le transfert, donc il pourrait décider de transférer ce lieu de pouvoir ici de son cercle élargi vers son cercle restreint. À ce moment-là, ce lieu de pouvoir ne pourra plus être récolté lorsqu'il va activer son jeton de clan, mais il pourra aller activer l'emplacement d'action maintenant avec des anciens puisqu'il se retrouve dans son cercle restreint. Il aura aussi les points de victoire de la carte rituelle à la fin de la partie puisqu'il se trouve maintenant dans son cercle restreint. Et son action lui permet aussi de piocher 2 cartes qu'il va ajouter à sa main. Et donc maintenant, comme action principale, je pourrais prendre un de mes anciens et aller le placer sur la case action de ma carte rituelle, qui est maintenant dans mon cercle restreint, qui peut donc être activé par un ancien. Son effet me donnerait 2 points de mana, 2 points de victoire. Je vais ensuite choisir un adversaire et je vais gagner 1 point de mana par pierre de pouvoir qu'il possède. La 5e action principale est de construire des catalyseurs. Il existe 2 types de jetons catalyseurs. On a des jetons de serpe et des jetons orbe. Lorsqu'on fait cette action, on peut construire n'importe quel nombre de catalyseurs dans notre action principale en payant les coûts des catalyseurs. Le coût pour les serpes est de 1 ressource d'herbe et le coût pour les orbes est de 2 ressources de potions. Les catalyseurs sont construits sur les cartes rituelles qui sont dans notre tableau. Donc, on a des emplacements qui sont situés sur les cartes rituelles. Toutes les cartes rituelles ont au moins un emplacement et certaines en auront même 2, comme celle-ci. Donc, avec mon action, je pourrais décider de construire 2 serpes en payant 2 herbes et construire un orbe en payant 2 potions. Je vais décider de placer mes serpes sur les emplacements catalyseurs de ce rituel. Lorsque les serpes sont placées, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est que lorsqu'on va récolter cette carte, donc lorsqu'on va activer notre jeton de clan pour récolter nos cartes lieu de pouvoir dans le cercle élargi, chaque jeton de serpe va copier le pouvoir de récolte du lieu de pouvoir dans lequel il se trouve. Donc la prochaine fois que je vais récolter cette carte de lieu de pouvoir, elle va me donner 3 ressources d'herbe au total. Alors qu'à chaque fois que je vais construire un catalyseur orbe, je vais avancer de 1 sur la piste d'assemblée de mon plateau clan. Donc je vais avancer le jeton sur la prochaine case et je vais gagner le bonus qui est indiqué à cet endroit. Donc la case suivante va me donner un bonus de 2 points de mana. Donc je vais avancer mon marqueur et avancer de 2 sur la piste de mana. À chaque fois qu'on va avancer sur la piste d'assemblée, on va gagner immédiatement les bonus. On aura des points de victoire, des actions de transfert pour descendre nos lieux de pouvoir dans notre cercle restreint, des points de mana, des points de victoire, encore une fois des transferts. Et si jamais notre marqueur est à la fin, qu'on gagne encore des effets de jeu qui nous font avancer sur notre piste assemblée, à ce moment-là, chaque point d'avancement va nous donner 2 points de victoire supplémentaires. Lorsque tous les joueurs auront passé dans la phase d'action, cela va mettre fin à cette phase et on va passer à la 3e phase qui est la phase combat. Au début de la phase de combat, on va remettre le jeton premier joueur sur le plateau région Lac du Nord. On va ensuite résoudre les combats dans les régions en commençant par la région du haut et en descendant vers le bas. Tous les joueurs qui possèdent des meeples sur le plateau région pourront participer à ce combat. Chaque meeple dans la région va nous donner une force de combat et de plus, les joueurs pourront dépenser secrètement des points de mana pour augmenter leur force de combat. Les joueurs vont donc prendre leur cadran de mana et vont placer secrètement un nombre de mana qu'ils veulent dépenser pour ce combat. Une fois que tous les joueurs ont décidé, on va retourner les cadrans de mana face visible. Donc ici, le joueur rouge a misé 4 points de mana, alors que le joueur bleu en a dépensé 2. Les joueurs vont dépenser les points de mana qui sont indiqués sur leur cadran. Donc, le joueur rouge a dépensé 4 mana, il en reste 2. Et le joueur bleu en a dépensé 2, donc lui aussi, lui va tomber à 3. Ensuite, on va additionner le nombre de points de mana dépensés plus le nombre de meeples pour faire notre force de combat finale. Donc, si le joueur rouge a 4 points de mana plus 2 meeples, il a donc une force de combat de 6. Et le joueur bleu a misé 2 mana et a 2 meeples, il a donc une force de combat de 4. Les joueurs peuvent aussi avoir des cartes dans leur tableau qui peuvent faire des effets pendant le combat. Les joueurs vont ensuite gagner des récompenses selon leur force de combat et on aura une récompense supplémentaire pour le joueur qui a la force la plus élevée.
Dans la région du lac du Nord, on va regarder sur le côté pour savoir les paliers de récompense. Donc tous les joueurs qui ont une force de combat de 4 et plus vont ici piocher une carte principale. Tous les joueurs qui ont une force de combat de 6 et plus vont en plus gagner 3 points de victoire. Et tous les joueurs qui ont une force de combat de 8 et plus pourront faire une action de transfert et descendre un de leurs lieux de pouvoir de leur cercle élargi vers leur cercle restreint. Donc, dans notre cas, le joueur rouge va aller piocher une carte et va gagner 3 points de victoire. Et le joueur bleu, lui, va seulement piocher une carte. De plus, comme le joueur rouge est celui qui a la plus haute force de combat, il va pouvoir se choisir une pierre de pouvoir parmi celles qui sont disponibles sur le plateau de cette région. Donc, il pourrait décider de choisir celle-ci et il va ensuite la placer dans sa zone de jeu. Les pierres de pouvoir pourront être placées dans le décompte final des points sur les cartes rituelles de notre cercle restreint pour pouvoir doubler leurs points de victoire. Si jamais deux joueurs sont à égalité pour la plus haute force de combat, à ce moment-là, c'est le joueur qui a dépensé le plus de mana qui va départager l'égalité entre les deux et gagner la pierre de pouvoir. Sinon, ce sera le premier joueur dans l'ordre d'initiative. De plus, le joueur qui vient de gagner la pierre de pouvoir dans la région Lac du Nord va aussi remporter le jeton premier joueur. Il va le prendre, il sera donc le premier joueur à la deuxième manche. Et ensuite, on va procéder au prochain combat dans les montagnes centrales. On va faire la même chose et les joueurs pourront gagner des récompenses ainsi qu'une pierre de pouvoir. Une fois les combats terminés, on va passer à la quatrième phase qui est la phase de fin de manche. Premièrement, on va activer les effets de fin de manche qui peuvent se retrouver sur les cartes dans notre tableau. Par exemple, ce joueur ici a une carte membre du conseil avec un effet fin de manche. Il va gagner 2 points de victoire par jeton orbe qu'il a dans son tableau. Donc à ce moment-là, il gagnerait 2 points de victoire puisqu'il a un jeton orbe. Par la suite, les joueurs vont aller reprendre leurs jetons de sorcière ainsi que leurs jetons d'ancien et les ramener sur leur plateau clan. Les joueurs vont retourner leurs jetons de clan sur le côté actif pour la prochaine manche. Si jamais les joueurs ont des cartes qui sont inclinées, qui ont des effets une fois par manche, ils vont pouvoir redresser ces cartes. On va ensuite renouveler les cartes lieux de pouvoir autour des plateaux régions. On va retirer les cartes restantes et on va remplir chaque plateau région avec 3 nouvelles cartes lieux de pouvoir pour la prochaine manche. Et ensuite, on va déplacer le cube sur la case de la manche suivante pour débuter ici la deuxième manche. Et les joueurs vont jouer ici une deuxième et une troisième manche. Et à la fin de la troisième manche, cela va mettre fin à la partie et on va passer au décompte final des points. Premièrement, les joueurs vont défausser leurs cartes restantes ainsi que leurs ressources restantes. Cela ne vaut pas de points. Ensuite, les joueurs pourront assigner leur pierre de pouvoir gagnée pendant la partie sur les cartes rituelles qui se trouvent dans leur cercle restreint pour pouvoir doubler leurs points de victoire. Mais on doit respecter les pierres de pouvoir qui sont demandées sur les cartes lieux de pouvoir. Donc ici, je pourrais mettre celle avec le rond sur la carte qui est ici, celle avec la flèche sur celle-ci et celle avec la ligne sur la carte qui est là, puisqu'on répond aux différentes demandes là, des cartes de lieu de pouvoir. Si jamais une pierre de pouvoir ne peut pas être placée, à ce moment-là, elle ne vaut pas de points de victoire. Ensuite, on va cumuler les points de nos spécialistes. Donc ici, j'ai 1 point plus 2 points. Donc j'ai 3 points au total pour mes 2 spécialistes. À chaque fois qu'on fait des points, on va avancer sur la piste de points de victoire avec les unités et les dizaines. Si jamais on se rend à 100 points, à ce moment-là, on va prendre une des tuiles qui est sur le trône et on va recommencer la piste à 0. Ensuite, on va regarder les membres du conseil qui ont des effets de scoring de fin de partie. Donc, si je fais 3 points par jeton orbe, donc j'en ai 4 x 3, ça me fait 12 points. Ensuite, on va marquer les points de victoire des cartes rituelles qui se retrouvent dans notre cercle restreint, donc la zone du bas. Les rituels qui sont dans le cercle élargi dans la zone du haut ne marqueront pas les points qui sont imprimés sur les cartes. Comme j'ai des pierres de pouvoir ici, je vais doubler les points de victoire. Donc ici, au lieu de faire 3, je vais faire 6. Au lieu de faire 2, ici, je vais faire 4. Ici, je vais faire 2 seulement parce que je n'ai pas de pierre de pouvoir. Mais je fais un 3 points ici avec le lieu de pouvoir. Et ici, je vais faire 4 points x 2, donc 8 points. Et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de mana restant à la fin de la partie qui va départager l'égalité. Sinon, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Evenfall. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Evenfall? On va commencer par les points positifs. Côté production, j'ai beaucoup aimé tout le matériel qui est en bois. Donc ça fait évidemment très jeu euro. Donc les beaux meeples de sorcières, les anciens, les petites ressources en bois en petite forme de potions, les petites formes d'herbes, les petits livres, c'est vraiment très cute. Fait que c'est toujours le fun de manipuler des pièces de bois dans ce type de jeu-là de gestion de ressources. Sinon, j'aime bien les illustrations sur les cartes. Donc je trouve que c'est quand même très bien réussi et bien illustré aussi.
Pour le gameplay en tant que tel, j'aime aussi le fait que les cartes sont multi-usages. Donc, le fait qu'on a des cartes qui sont des rituels, on a des cartes qui sont les spécialistes, on a les membres du conseil sur la même carte. Fait que je peux quand même utiliser la carte pour la mettre en spécialiste ou pour la mettre en membre du conseil. Fait que c'est quand même beaucoup de choix qu'on donne aux joueurs. Les rituels, il y a aussi beaucoup d'options dans le sens que on peut faire des chaînages en les plaçant sur certains lieux. Si on a le bon mot-clé, on peut avoir un bonus de points, on peut gagner des ressources en faisant des chaînages avec les lieux de pouvoir. On peut aussi aller chercher des revenus parce qu'on va construire des lieux de pouvoir pour les récolter aussi avec notre jeton de clan. Fait qu'il y a plein de petites décisions intéressantes dans comment on va assembler notre petit engin, puis construire notre petit tableau, puis comment ça va progresser au fil de la partie. Fait qu'il y a un beau sentiment de progression. Même si c'est un jeu qui dure juste 3 manches, on a le temps d'accomplir quand même beaucoup de choses en 3 manches. Ça fait vraiment une espèce d'effet exponentiel. Donc plus on va rajouter des cartes, plus on gagne des pouvoirs, plus on va générer de ressources, plus on a d'actions spéciales aussi sur nos cartes de rituels. On va pouvoir aller envoyer nos anciens pour aller chercher ces actions-là qui sont très fortes aussi. Fait qu'on a vraiment une belle courbe de progression là, tout le long de la partie. Fait que ça, c'est toujours satisfaisant dans les genres de jeux comme ça, de construction de tableau, là, de engine building. C'est le genre de jeu aussi que j'aime bien, que c'est nous qui décidons les pouvoirs qu'on veut aller chercher, parce que c'est moi qui vais décider les spécialistes ou les membres du conseil que je vais choisir. Je vais avoir tel pouvoir passif, puis après ça, je vais essayer de me construire pour en profiter puis bénéficier du pouvoir que j'ai choisi. Puis même chose avec les objectifs de fin de partie, c'est des objectifs que nous, on va aller placer en mettant des membres du conseil qui ont des effets de scoring à la fin de la partie, puis c'est à nous ensuite d'essayer justement d'agencer notre tableau pour essayer d'aller chercher le plus de points avec les objectifs et les pouvoirs qu'on a choisis nous-mêmes. C'est un jeu aussi qui donne beaucoup de contrôle sur la phase de revenus que je vais appeler, ce qui est dans le fond quand on récolte, quand on active notre jeton de clan puis qu'on va récolter les effets de nos lieux de pouvoir, puis on peut les augmenter en mettant des cercles ou des trucs comme ça. Généralement dans les jeux, on déclenche nos revenus tout le temps à la fin d'une manche ou au début d'une manche, alors que là on donne le contrôle aux joueurs. Donc tu peux prendre le temps d'aller te mettre un peu plus de cartes, d'aller justement construire des cercles puis augmenter ton revenu, puis là tu peux le déclencher. Fait que tu vas ramasser un peu plus de ressources. Fait que je trouve que c'est une latitude qui est rare dans les jeux de laisser le pouvoir aux joueurs de savoir quand ils veulent déclencher leur revenu de la manche. C'est un jeu qui a un bon tempo, donc les tours de jeu sont rapides parce qu'on joue seulement une action chacun, puis on alterne comme ça jusqu'à temps qu'on soit plus capable de jouer d'action, puis tout le monde passe son tour. Fait que c'est vraiment bien que ça joue très bien, je trouve, de 1 à 4 joueurs. Justement, parlant du 1, il y a un mode solo avec un automa. Donc, l'automa va avoir son petit plateau comme ça. Fait qu'il va se promener ici pour faire différentes actions. Il y a sa piste d'assemblée aussi à lui. Vous avez un résumé des règles sur son plateau. Fait qu'il est très bien fait. Mais en fait, il semble très bien fait parce que je l'ai pas essayé, mais j'ai entendu beaucoup de bien de cet automa-là, que ça fonctionne vraiment bien dans ce petit jeu-là. C'est pas un jeu, justement, qui a beaucoup d'interactions. Fait que c'est un jeu qui se prête bien à un mode solo comme ça, puis d'essayer de vaincre cet automa-là dans son fonctionnement. Le livret de règles est quand même très bien, donc il y a une belle structure, il est facile à suivre. On a aussi des pages à la fin avec toutes les informations sur les effets de cartes et tout ça. On a un résumé de l'iconographie au verso, un résumé du tour de jeu. On a notre petite tuile aide de jeu avec les 5 actions principales. Fait qu'on a quand même beaucoup de matériel pour s'aider à bien apprendre le fonctionnement du jeu. Donc on est vraiment bien outillé pour l'apprendre et suivre au travers de notre première partie. C'est un jeu aussi qui a une notion de timing, parce que oui, on veut placer des lieux de pouvoir, des rituels dans notre zone de cercle élargi pour pouvoir récolter et faire plus de ressources, mais à un moment donné, on veut descendre, on veut transférer justement les lieux vers le cercle restreint, parce que c'est là qu'à la fin de la partie, ils vont donner des points. Si je réussis pas à les descendre, mais ils marqueront pas leur point de victoire, fait que certains rituels qui valent très cher, puis en plus, je peux le doubler avec une pierre de pouvoir, fait que je veux vraiment le descendre. Fait que tout ce timing-là de quand je vais sacrifier du revenu pour pouvoir le descendre puis éventuellement transformer ça en point de victoire à la fin de la partie. Fait que c'est intéressant. Ça me rappelle le jeu Elysium aussi qui avait un peu le même principe, qu'on construisait un tableau de cartes puis éventuellement il fallait faire descendre nos cartes, les faire mourir, les entrer dans la légende pour pouvoir les scorer. Fait que c'est un principe qui est le fun parce que ça donne des décisions qui sont déchirantes parce que oui, on veut garder les cartes pour notre revenu, mais éventuellement, faut les transférer vers du scoring parce que c'est comme ça qu'on va gagner la partie. On a aussi le côté asymétrique pour les plateaux joueurs, donc le côté lune. Chacun des clans va avoir une petite habileté qui est différente. En fait, c'est quand on va
activer aussi notre jeton de clan. On n'aura plus de ressources, mais on va avoir des fois des effets supplémentaires ou différentes mécaniques qui vont être données à chacun des clans. Donc ça, c'est intéressant à découvrir lorsqu'on est habitué au jeu. On a une petite erreur au niveau du clan bleu, donc on peut imprimer un petit papier, un petit collant à placer sur le plateau pour pouvoir pallier à cette petite erreur. Sinon, le pouvoir est un peu trop fort et ça leur coûte pas très cher pour jouer les membres du conseil. Salut Clank! Pour les côtés négatifs, le matériel au niveau des cartes, je trouve que la qualité des cartes elle est très faible, donc c'est des cartes qui sont très minces, très fragiles, des petites cartes cartonnées, pas vraiment de fini de protection sur le dessus, fait que ça c'est qualité très médiocre pour les cartes. Le visuel, il y a beaucoup de jaune. Souvent on dit les jeux roses c'est des jeux bruns, mais celui-là c'est pas un jeu brun, c'est un jeu jaune. Donc on a beaucoup de jaune sur la boîte du jeu comme vous pouvez voir, mais tout le plateau, les plateaux régions, donc tout est en jaune. Donc les backgrounds aussi des cartes de lieu de pouvoir, tout est jaune. Donc il y a énormément de palettes de jaune. On aurait peut-être pu varier un petit peu plus les couleurs. C'est cool un thème de sorcière, mais on s'entend que dans ce jeu-là, c'est quand même assez plaqué, on ressent pas vraiment le thème. Oui, on construit un tableau de cartes, on fait des combos, des enchaînements, mais au final, le thème, on s'en fout pas mal. C'est pas un jeu avec beaucoup d'interaction aussi entre les joueurs, donc chacun construit pas mal sa petite patente de son côté, on construit notre tableau de cartes, on fait nos choses, on n'a pas vraiment besoin de regarder ce que l'autre fait. Des fois, on a certaines cartes, quand l'autre va récolter, on va récolter un bonus ou un truc comme ça, fait que oui, on peut checker un peu ce que l'autre fait, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur notre gameplay de ce qu'on est en train de construire. Les plateaux sont double couche, mais en fait c'est un faux double couche parce que c'est deux plateaux qu'il faut coller ensemble. On a des espèces de collants avec des collants des deux côtés. Ils sont quand même difficiles à installer, j'ai trouvé. On le colle, puis après ça, il faut enlever une espèce de petite languette fine pour avoir le deuxième côté, puis coller justement le plateau pour que ça tienne. Ça a été assez gossant côté installation là, pour les plateaux. Comme c'est un jeu de combo de synergie de cartes, évidemment notre main de départ est super importante. On a quand même 6 cartes, ce qui est beaucoup. Je pense que ça peut être bon de mettre la variante où on en pige 8, on en garde 6. Ça mitige un petit peu plus le hasard là, des cartes de notre main de départ. Donc des fois on peut avoir 2-3 belles synergies dans notre main de départ. Des fois on n'en a pas beaucoup. Fait que ça peut débalancer un petit peu le jeu. Peut-être on aurait pu inclure un mode draft pour la main de départ, ce qui pourrait être intéressant lorsqu'on est expérimenté avec le jeu. Parce que c'est le genre de jeu justement, si notre engin démarre un petit peu plus que l'autre joueur, ben à ce moment-là, on peut avoir une espèce d'effet de cascade ou d'un effet de boule de neige qui peut s'installer dans ce type de jeu-là. Fait que si l'autre a démarré son engin très rapidement et génère beaucoup de ressources dans la première manche, ben ça va faire un effet de boule de neige en deuxième, dans la troisième manche, il va en avoir encore plus. Puis là, nous autres, on va être un peu en retard là-dessus. Donc ça, on peut ressentir cet effet-là dans ce type de jeu-là de temps en temps. Somme toute, Evenfall, je vais lui donner une belle note de B+. C'est un très bon jeu de construction de tableaux, construction d'engins, gestion de ressources. On a vraiment des effets de comboage qui sont intéressants. On a beaucoup de choix parce que les cartes peuvent être utilisées de plusieurs façons. On peut nous-mêmes décider les pouvoirs qu'on va gagner au cours de la partie, nous-mêmes décider nos objectifs. On décide aussi quand on déclenche nos revenus à chaque manche. Fait que les joueurs ont beaucoup de latitude dans ce jeu-là. C'est pas un jeu qui, on va dire, très serré. Donc on va générer beaucoup de choses, on va construire beaucoup de choses dans nos 3 manches, ça semble peu, mais finalement c'est beaucoup. Donc il y a quand même un bon sentiment de satisfaction lorsqu'on va terminer la partie, on a vraiment l'impression qu'on a réussi à comboer certaines affaires, puis réussi à construire, puis faire assez de points. Fait qu'il y a un côté vraiment satisfaisant, puis ça fonctionne vraiment bien, les règles sont assez légères, donc ça se prend bien en main, même si on a beaucoup de choix. Je pense que ça en fait quand même un bon jeu intermédiaire là, dans le style des jeux de construction de tableau. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc commencer notre concours du lundi pour le mois de juillet 2024. On a sauté le mois de juin parce qu'on était trop occupé avec l'organisation des MIP-Olympiades, qui est notre événement annuel. Donc, on va annoncer le gagnant pour le mois de mai, donc le concours du lundi du mois de mai, dans lequel vous pouviez gagner le jeu Star Wars Bounty Hunter. Donc, notre gagnante, il s'agit de José Lebrun. Donc, félicitations José. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Pour ce mois-ci, c'est très simple. Dans la vidéo de chaque lundi, vous aurez une question du jour et si vous répondez à cette question en commentaire YouTube sous la vidéo, vous allez pouvoir enregistrer une participation. Et ce mois-ci, vous pourrez gagner une copie de Evenfall. Donc, le concours est ouvert à tous et ça va durer tout le long du mois de juillet. Donc, la question du jour aujourd'hui est la suivante. Quel est votre jeu de construction de tableau préféré? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation.
Et si vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon avec des petits dons mensuels, ce qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gagner.